Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé, ravi de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le jeudi 7 avril. À Pliane, au Gosier, le bras de fer continue entre les riverains et la SEM-Samar. Ce matin, les forces de l'ordre sont intervenues à la demande de la Société d'économie mixte. Rappel des faits, depuis maintenant plusieurs semaines, le collectif Moon Pliane est opposé à un chantier de construction de logements sociaux. Chantier qui a donc repris ce matin. Anne-Elisabeth Artsen était sur place. Le bras de fer entre le collectif Moon Pliane et la SEM-Samar se poursuit avec ce nouveau rebondissement. Il s'agit simplement de l'ouverture de cette emprise pour pouvoir poursuivre les travaux. Donc nous avons demandé le recours à la force publique puisque le chantier était bloqué, les portes soudées et on n'a pas pu lier des discussions avec les riverains de façon à le faire simplement avec l'entreprise. Donc il y a une décision de justice, nous avons demandé le recours à la force publique. Ça s'est passé calmement, sans heurts, et nous avons pu reprendre possession du site et les travaux ont repris à l'heure où je vous parle. Le collectif, quant à lui, a été surpris par cette intervention des forces publiques. Nous sommes très étonnés de constater ce matin que les deux entrées de la section de Pliane sont verrouillées par la gendarmerie, les forces de l'ordre, la police nationale est présente sur le chantier, la police municipale est aussi présente. Toutes ces personnes ont reçu l'ordre d'ouvrir le chantier à notre grande stupéfaction. Donc nous nous interrogeons, car comme nous l'avions indiqué récemment, la municipalité du Gosier, nous attendons toujours, je rappelle que nous attendons toujours monsieur le maire du Gosier. La SEM-Samar se dit prête à ouvrir le dialogue avec le collectif qui de son côté reste mobilisé. Ce que nous au niveau de la SEM-Samar nous privilégions, c'est quand même un dialogue avec les riverains ou avec les opposants au projet et notamment la famille Molia. Nous espérons les rencontrer assez rapidement de façon en partenariat avec la collectivité. Peut-être traiter les problèmes à voir, leur présenter le projet et montrer comment ce projet est intégré au quartier pour éviter les nuisances. Le collectif de Pliane, LCDM, nous sommes déterminés dans cette affaire. Nous sommes déterminés à ce que les règles soient appliquées, à ce que la loi soit respectée, à ce que les autorités fassent leur travail correctement. Dans l'attente de cette concertation, une réunion publique a été programmée ce vendredi pour permettre aux deux parties d'échanger, mais surtout de tenter de trouver une issue à ce conflit. Politique après la Guyane et la Martinique, Alain Juppé est en Guadeloupe. L'ancien Premier ministre et candidat aux primaires, les Républicains, est accompagné de Dominique Perben, ancien ministre de l'Outre-mer. Il s'est rendu ce matin à la Chambre d'agriculture à Baie-Mahault avant d'être reçu par le maire de Capesterre-Belle-Eau. Une rencontre qui n'a pas eu lieu en mairie car les agents communaux ont débrayé ce matin et bloqué son accès. Joël Beaugendre a donc reçu Alain Juppé au mémorial indien de Changy. Une visite politique qu'Alain Juppé a plutôt qualifiée d'amicale, au micro de Jacques Damprobe. Finalement, ce terrain d'assiette. Il faut savoir qu'à quelques pas d'ici, nous avons... Excuse pour ce petit souci technique. On va parler maintenant d'emploi et plus précisément d'embauche avec un focus sur une aide de l'État pour les PME. Ce dispositif permet en effet aux petites et moyennes entreprises de bénéficier d'une aide de 4 000 € sur 2 ans. Plus de précisions tout de suite avec Anne-Elisabeth Artsen. Depuis le 18 janvier 2016 et ce jusqu'au 31 décembre 2016, toutes les embauches réalisées dans les entreprises de moins de 250 salariés bénéficieront d'une prime de 4 000 € sur 2 ans par tranche de 500 € par trimestre. Il s'agit d'une prime accordée par l'État aux entreprises de moins de 250 personnes qui embauchent un nouveau salarié. Et soit sous forme de CDI, soit sous forme de CDD de minimum 6 mois, soit sous forme de contrat de professionnalisation aussi de minimum 6 mois, ou encore possible aussi une transformation d'un CDD
déjà présents dans l'entreprise en CDI. Ça peut être tout type de profil de salarié. L'important, c'est de respecter effectivement le SMIC et les conventions collectives, donc le droit du travail. Et à partir de là, une entreprise qui embauche un salarié qui est entre le SMIC et 1,3 fois le SMIC peut bénéficier de cette prime, que ça veut dire 1 000 € pour quelqu'un qui embaucherait un CDD sur 6 mois. Cette prime accordée à l'entreprise a pour but de booster les embauches et permettre aux entreprises de signer des contrats de plus longue durée. Elle est aussi avantageuse pour le salarié. Ça va quand même alléger leur problématique de trésorerie. Et pour les salariés, c'est tout bénéfice. C'est des profils de personnes qui vont pouvoir intégrer l'entreprise par rapport à des besoins qui étaient identifiés. L'entreprise hésitait. 4 000 €, c'est quand même une somme particulièrement intéressante pour pouvoir alléger. D'autant plus que les calculs qu'on a fait pour un niveau SMIC, c'est que les charges patronales sont couvertes avec ce type de dispositif. Quand on fait le cumul de tous les dispositifs qui peuvent être mobilisés, on peut arriver à du zéro charge patronale. Donc c'est quand même particulièrement intéressant pour l'entreprise. La CCI, qui accompagne les chefs d'entreprise, a souhaité de ce fait mettre en place une matinale de l'économie le 14 avril prochain autour de cette prime à l'embauche pour les PME. Nous aurons une présentation donc de la directe du dispositif pour vraiment expliquer à qui ça s'adresse, quel est le public, quel est le montant de la prime. Et puis, un expert comptable va nous présenter de manière très technique comment calculer cette prime, comment la cumuler peut-être avec d'autres aides. Vraiment pour que le chef d'entreprise voit que c'est très simple à mettre en œuvre, qu'en un seul clic, ils peuvent faire appel à cette aide. Ensuite, nous aurons des témoignages de chefs d'entreprise qui ont pu bénéficier ou qui sont en train de monter leur dossier pour bénéficier de cette aide, pour montrer aux autres que voilà, c'est possible en Guadeloupe de bénéficier de cette prime à l'embauche. Et puis bien évidemment, nous répondrons aux questions de manière individualisée. Cette aide est donc cumulable avec les autres dispositifs existants. Pour en bénéficier, il suffit donc de remplir le formulaire de demande sur le site embauche-pme.gouv.fr. Et on va rester dans le domaine de l'emploi avec l'AFASEC, l'association de formation et d'action sociale des écuries de course qui est en Guadeloupe en ce moment. Objectif, recruter de jeunes jockeys, des cavaliers d'entraînement pour leurs écoles basées dans l'Hexagone. Une filière d'avenir, comme nous l'explique Karine Gielman. Il faut être passionné pour s'occuper des chevaux. Un amour inconditionnel du soir au matin, le cavalier vit avec son cheval. Et toi, ça fait combien de temps que tu t'occupes comme ça des animaux ? Moi, depuis l'âge de 4 ans que je fais du poney et j'ai 25 ans. Ok, ouais, donc t'es un passionné. Voilà, un passionné. Et je suis là tous les jours. Et quand il y a des remplacements, que mon collègue est malade, je le remplace. Et après, je fais des remplacements pour aider le club. Devenir cavalier, c'est intégrer un secteur dynamique qui compte près de 4050 salariés d'écuries de course, de jockeys à cavaliers d'entraînement, de drivers à garçons de voyage ou encore entraîneurs, soit près de 76 250 emplois directs et indirects. Cavalier d'entraînement, c'est la base. De toute façon, c'est ce qui les intéresse parce que ce qu'ils veulent, c'est monter à cheval. Et en prime, il y a le passage de diplôme CAPA et bac professionnel. Il y a une partie scolaire. C'est surtout aussi apprendre à monter un cheval de course à l'entraînement. Et donc, c'est beaucoup d'équitation, beaucoup d'heures à cheval et une technique très particulière qui est la montée en équilibre du cavalier d'entraînement. Le milieu hippique recrute, l'AFASEC, l'école des courses hippiques en particulier, recherche des jeunes recrues en Guadeloupe. Donc en ce qui concerne la Guadeloupe, il y a une société de course à la Guadeloupe. Il y a une demande de formation des jeunes pour justement professionnaliser leur filière. Donc on répond à notre mission qui est celle de venir recruter des jeunes qui seraient motivés et qui ont envie de faire carrière dans ce métier. Au cœur de cette école, la formation des futurs salariés et l'accompagnement des salariés dans leur vie professionnelle. Aujourd'hui, l'école accueille 700 élèves et apprentis, et ce, dès 14 ans. 80 ultramarins ont déjà rejoint les rangs de l'AFASEC. Et je vous propose de revenir sur la visite d'Alain Juppé en Guadeloupe, l'ancien Premier ministre qui a rencontré ce matin le maire de Capesterre-Belle-Eau, Joël Beaugendre. Une visite politique qu'Alain Juppé a plutôt qualifiée d'amicale. Il est interrogé par Jacques Damprobe.
C'est la visite d'un ami de la Guadeloupe qui vient écouter ses concitoyens. Et puis effectivement, je me prépare aux prochaines échéances. Donc je vois que j'ai beaucoup de soutien ici, avec d'abord les primaires du 20 et du 27 novembre, et puis la suite, je l'espère. Voilà, nous allons continuer ce séjour qui, pour l'instant, s'engage très bien, avec des dialogues très fructueux. Vous comptez beaucoup sur le soutien de vos amis de Guadeloupe ? Évidemment, hein, je ne réussirai pas sans de larges soutiens. Je sais qu'ici, j'en ai beaucoup qui me sont acquis. Donc, je les remercie d'emblée déjà de se mobiliser. Il était spécialiste des Antilles, professeur de civilisation hispano-américaine et ancien directeur du Centre d'études et de recherche caribéenne. Alain Yakou s'en est allé, auteur de plusieurs ouvrages de référence. Il est décédé à l'âge de 76 ans. Il avait notamment reçu un prix de l'Association des écrivains de langue française en 2003 pour son essai de La Rochelle à la Côte de Guinée et aux Antilles. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la santé, une journée consacrée cette année au diabète. On compte aujourd'hui 422 millions de diabétiques. Notre région est particulièrement concernée puisque près de 10% de la population est touchée par la maladie. Le diabète, il en sera notamment question samedi lors d'une matinée d'échange organisée par l'Orsag. Nous recevrons d'ailleurs ce soir dans notre édition de 19h la présidente de l'Observatoire régional de la santé de Guadeloupe. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Nous irons aux Bahamas avec un évêque cité dans le scandale du Panama Papers. On parlera également de sport avec l'athlète jamaïcain Usain Bolt qui vient de confirmer sa participation au meeting Caïman International. Voici l'actualité Caraïbe. Coup dur pour Mauricio Macri. Au pouvoir depuis moins de 4 mois, le président argentin est directement visé par l'affaire des Panama Papers. Selon les révélations du quotidien La Nación, Mauricio Macri aurait intégré en 1998 avec son père, l'homme d'affaires Franco Macri, et son frère Mariano, le directoire de Fleck Trading Limited, une société offshore enregistrée aux îles Bahamas, dissoute en janvier 2009. L'entreprise aurait fonctionné pendant plus de 10 ans sous la direction occasionnelle de l'actuel chef d'État argentin. Mais alors qu'il était maire de Buenos Aires, Macri n'a pas déclaré ce patrimoine financier. Alicia Lopez, ancienne directrice de l'unité d'information financière, envisage d'ouvrir une enquête judiciaire pour en savoir plus sur cette affaire. C'est le premier scandale de taille que devra affronter le nouveau président argentin, élu en novembre dernier, au terme d'une campagne promettant la transparence financière. Monseigneur Salomon Humes, un évêque bahaméen, est cité dans le scandale des Panama Papers qui implique le père du Premier ministre britannique David Cameron. L'évêque aurait aidé à établir un fonds offshore aux Bahamas pour permettre au père de David Cameron, Ian Cameron, d'éviter de payer des impôts au Royaume-Uni. La société Blairmore Holdings a ainsi été constituée au Panama mais basée aux Bahamas. L'évêque Salomon Humes aurait rempli divers rôles, dont celui de vice-président de la société pendant de nombreuses années, depuis le milieu des années 90. Les fonds litigieux sont estimés à près de 20 millions de dollars et n'ont jamais été soumis à l'impôt sur les sociétés ou sur le revenu au Royaume-Uni. Les Bahamas sont répertoriés comme étant le 3e paradis fiscal du monde. Le ministre bahaméen de l'économie, Espoir Strachan, a déclaré que la fuite des documents est déconcertante et activera tous les leviers à sa disposition pour laver l'image des Bahamas et rappeler aux services fiscaux mondiaux que les Bahamas s'engagent dans la transparence fiscale internationale. Je suis heureux d'annoncer que je courrai sur 100 mètres lors du meeting Caïman International prévu le 14 mai, a confié Usain Bolt à la presse internationale. Le sprinteur jamaïcain, sextuple champion olympique et recordman du monde du 100 mètres et du 200 mètres, a ajouté que ça serait sa première compétition internationale de l'année. Auparavant, Bolt pourrait s'aligner sur un meeting en Jamaïque le 7 mai. Sa dernière apparition sur les pistes date des championnats du monde de Pékin à la fin du mois d'août dernier, où il avait conservé ses 3 titres, 100 mètres, 200 mètres et 4 fois 100 mètres. Depuis, Usain Bolt a pris du retard dans sa préparation à cause d'une entorse faite lors d'un accident domestique en janvier dernier. Affaire à suivre.
Après la Caraïbe, l'Atlantique avec les skippers de la Transat AG2R qui sont actuellement au large du Portugal au 4e jour de course. Le bateau Generali est en tête. Concernant la position de nos équipages guadeloupéens, les Saintes avec Arthur Pratt et Nicolas Thomain est 10e. Marie Galante avec Kenny Piperol et Benjamin Augereau est 12e. Arthur Brouin et Aliénor Fleury sur Guadeloupe gagnent une place et se classent à la 13e place. Arrivée est prévue dans un peu moins de 3 semaines à Saint-Barth. Le tennisman Mickaël Yodra est en Guadeloupe depuis hier. L'ancien 21e mondial, désormais à la retraite, est le parrain de l'Open de Guadeloupe. Ce matin, il s'est rendu au Creps, aux Abîmes, pour rencontrer des étudiants en STAPS, plus précisément des étudiants en Master Management du sport. L'occasion pour lui donc de revenir sur sa carrière. On l'écoute, il répond aux questions d'Éric Pommier. Je suis venu parler un peu de mon histoire, essayer de mon expérience aussi, leur donner un petit peu la vision d'un ancien joueur de haut niveau, voilà, ce qui s'est passé pendant tout au long de ma carrière, que ce soit au point de vue communication, au point de vue sportif, et puis aussi comment j'ai pu gérer mon après-carrière. Je crois que voilà, c'est un atout en plus pour eux, pour leur formation. Je pense que de savoir ce que fait un athlète de haut niveau quand il décide d'arrêter, sa manière de penser aussi, de fonctionner. Voilà, non, c'était une très bonne expérience. Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas être trop vindicatif. Il faut essayer de bien comprendre la manière dont évoluent les joueurs sur le circuit, essayer de leur proposer des choses novatrices. On sait toute la puissance aujourd'hui des réseaux sociaux, des médias, et je crois que voilà, il faut arriver à se créer une entité, une bulle un peu autour de tout ça, et puis je parle beaucoup de confiance, parce que je crois que dans tout métier, je pense que quand on a confiance en son manager, quand on a confiance en son directeur de presse ou autre fonction, je pense qu'on peut aller très loin. Mickaël Yodra qui est donc le parrain de l'édition 2016 de l'Open de Guadeloupe. Hier d'ailleurs, il s'est prêté au jeu des dédicaces dans le cadre du village de l'Open. Un village qui était d'ailleurs largement consacré aux enfants. Les Timouns ont pu taper d'ailleurs quelques balles avec des joueurs présents sur le tournoi, mais aussi s'essayer au beach tennis, le tout sous la caméra de Marion Bordier. Lors du Kids Day de l'Open, les jeunes sont à l'honneur. Le temps d'une après-midi, ils découvrent le tennis sous une autre facette à travers plusieurs animations. Les stands de maquillage, de magie, de jeux de quilles et le château gonflable font la joie des plus petits. Sur chaque tournoi international, il y a toujours une journée réservée aux enfants. Chaque édition, nous organisons ce Kids Day où il y a les enfants de la Ligue, les ramasseurs de balles, les enfants des clubs qui sont invités. Chacun leur tour, les enfants et les adolescents tapent quelques balles avec le Français Adrien Puget, 320e joueur national en simple. Un rêve devenu réalité pour beaucoup. Là, de jouer avec les grands joueurs, c'est vraiment génial parce que déjà c'est mieux que les voir à la télé. Et frapper la balle avec eux, y a des enfants qui ne peuvent pas le faire et nous on a la chance de le faire. Un espace beach tennis est mis à la disposition des jeunes invités qui disputent un match par équipe, l'occasion pour eux d'apprendre les nouvelles règles et de s'adapter à un autre matériel. Le beach tennis, ça se joue avec des raquettes fermées. Il n'y a qu'une seule balle de service, ça se joue sur le sable. Chaque année, cette journée spéciale ravit aussi bien les enfants que les parents. Ça les détend, ça les emmène à découvrir l'activité tennistique s'ils ne la connaissent pas déjà. Et voilà, ça leur permet de se retrouver entre enfants et de voir autre chose. Voilà. C'est une journée sympa. De quoi renforcer la passion pour le tennis et ses icônes. Cette édition touche bientôt à sa fin, mais avant, je vous propose un détour par la bibliothèque Paul Mado à Baie-Mahault. Elle accueille jusqu'au 14 avril une exposition de l'artiste Marie Guadeloupe. Des tableaux et des sculptures qui ont pour thème la négritude et la culture guadeloupéenne. Visite en compagnie de Marion Bordier. La bibliothèque multimédia Paul Mado envahie de statues et de tableaux. Bienvenue à l'exposition Démounage de Marie Guadeloupe. Son objectif,
aider les visiteurs à retrouver leur identité propre. Une identité quelque peu perdue, en grande partie à cause de la colonisation. On nous a vraiment dit il faut parler français, il faut marcher comme ça, il faut manger comme ça. Et finalement, on a créé des individus qui aujourd'hui sont dans un biguidi dans ce qu'ils sont. Hein, ils sont toujours en train de trébucher, tomber. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas enracinés. Donc moi, je les invite effectivement à se démouner. Rien n'est dû au hasard. À l'image de l'utilisation de matières premières locales, telles que le palmier papillon et royal, le bambou ou encore les racines. L'occasion de montrer que l'archipel afrodescendant offre de multiples opportunités en matière de création. En travaillant effectivement avec les matériaux de la Guadeloupe, des choses qu'on ne pense pas possibles, toutes mes œuvres rappellent mon identité africaine. Parce que souvent, on nous fait comprendre que oui, la Guadeloupe est métisse, la Guadeloupe est métisse. Dès que tu parles de négritude en Guadeloupe, on te sort le métissage. Mais un Indien qui parle de l'Inde, on ne lui rappelle pas que la Guadeloupe est métisse. Un métro qui parle de la Guadeloupe en tant que Guadeloupéen, on ne lui rappelle pas que la Guadeloupe est métisse. À l'aide d'un pistolet à colle et d'une visseuse, Marie Guadeloupe donne vie à la nature. Tout comme les matériaux employés, la forme sous laquelle se présentent les œuvres a toujours un sens. L'histoire du peuple guadeloupéen et du tout-monde émane de celle-ci. Et les statues debout, ce sont les vaillants, c'est vraiment en honneur des nègres marrons. Les tableaux avec le visage, c'est la pensée d'où on vient. Donc vous allez voir, ça ressemble un peu au pharaon, au style égyptien. D'accord? Vous avez d'autres tableaux où la négritude est mise en avant. C'est pour rappeler que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Cette exposition, qui vous ouvre ses portes jusqu'au 14 avril prochain, se veut porteuse d'espoir. Son message ? Tout est possible, même avec peu de choses. Soyons fiers de ce que nous sommes. Informations pratiques à présent avec vos coupures d'eau du jour. Des travaux sur le réseau ont lieu depuis ce matin dans les secteurs de Calvaire et du Monté à Bémao. Retour à la normale prévu en début d'après-midi. Avant de se quitter, on va jeter un rapide coup d'œil sur vos conditions météo pour cet après-midi. Le temps va rester mitigé avec la pluie qui sera toujours présente sur l'ensemble du département. Concernant les températures, elles seront comprises cet après-midi entre 27 et 30 degrés. C'était le journal d'Alizé. Merci de l'avoir suivi. Édition que vous pouvez revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, votre rubrique sportive, Minute Sport, suivie du journal de TF1 et de Petits Secrets entre voisins. Je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour toute l'actualité locale et régionale. Bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.